Bonjour et bienvenue dans le dernier clic, votre podcast tech, IA et no code. On se retrouve comme chaque semaine avec Lulu. Comment tu vas, Lulu? Ça va bien. Ouais. Je peux comprendre que tu étais Et fatigué, mais toi? Un petit on peu. va, oui, on va se faire un bon, c'est-à-dire petit épisode de fin de saison, plus ou moins, et du coup aussi un petit épisode qui va venir conclure notre, je sais pas, j'ai envie de dire un peu notre mois thématique sur le développement logiciel, en quelque sorte. Mais on n'a pas fait exactement tout le mois, mais voilà, si vous avez suivi les derniers épisodes, on avait fait un épisode où on parlait de notre portail qu'on utilise nous pour voilà gérer les épisodes du dernier clic. On a fait un autre épisode ensuite vraiment pour parler du développement logiciel de manière un peu plus générale et comment ça se passe dans les boîtes. Et la semaine dernière, on a fait du coup la suite de notre épisode sur le portail parce qu'on avait beaucoup de choses à vous dire. Donc voilà, il fallait que ça. Et je crois que c'est notre première fois avec un épisode en 3 parties, pour le coup. Oui, oui, oui. Bon après on n'a pas non plus, des 100 et des 1000, côté épisode, mais fallait que ça arrive, hein, de toute façon à un moment. Ouais, ouais. Là, ce sera notre 19e épisode que vous écoutez en ce moment. Et on va faire un récap très, 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 rapide de ce qui s'est passé dans les 2 derniers épisodes sur le sujet. Mais en gros, on vous avait expliqué un petit peu, en fait, pourquoi on avait décidé de faire un portail pour gérer nos épisodes, parce qu'avant on avait toutes les infos éclatées à travers différents outils, etc. On avait parlé de la différence entre un site web et une application. On avait parlé aussi de comment on avait défini notre besoin et voilà, si on avait mis dedans, comment s'était passé aussi la partie cadrage produit, un peu le déroulé de la méthode. On a parlé de maquettage et de design. Et dans le dernier épisode, on a parlé du développement, je veux dire en lui-même. Ouais, sans rentrer trop dans le détail des techniques de chacun, voilà, parce qu'après dans le web coding, il y a plein de manières de faire. Mais en tout cas, on a essayé de vous expliquer un petit peu comment ça se passait avec deux approches, soit celle où on était sur entre guillemets tous les documents qui sont prêts, on est sur de l'application qui est destinée à être utilisée avec des gens, donc qui est très cadré, très balisé, on a plein de ressources, on a plein de choses. Et quand on attaque le dev, en fait l'IA, elle va s'appuyer là-dessus pour nous dessiner un plan à chaque fois de chaque bout de l'application et on va la guider là-dedans et on va l'aider à trancher les décisions et elle va faire la partie exécution globalement. Euh, Et l'autre approche qui était plutôt orientée sur les applications qu'on peut faire, voilà, comme lui avait détaillé deux applications la dernière fois justement qu'elle utilise après elle pour la partie design notamment Ah oui, puis la dernière et qu'elle fois avait. j'y ai repensé après, tu m'avais parlé Mhm. d'une autre application que j'avais faite et où j'avais pas de back-end et que c'était un peu problématique. C'était l'appli que j'avais faite pour préparer l'épisode, sur, le cycle de développement logiciel. Ah oui, je l'avais oublié. Bah, Oui, moi aussi. oui, c'est problématique, pas tellement à l'usage, c'était juste pour conserver les infos. Mais ouais, pour vous donner un peu le cadre, en fait, il y a un moment où j'avais eu un gros week-end et quelques jours un peu de repos avec l'ordi pas dispo, etc. pour préparer un épisode. Je sais même plus lequel c'était. Bah, c'était Ah bah sur le oui, cycle de si. développement, Oui, logiciel voilà, et tu étais pas convaincu par le fait qu'on arriverait à le tenir en un épisode. Alors, on l'a tenu en un épisode d'1 h 37, mais c'est un seul épisode. c'est oui. Bah, effectivement. Mais bon, c'est un sujet qui pourrait faire 10, 20, 30 épisodes. Enfin, voilà, c'est un peu un sujet sans fin qu'on a tenté de condenser, de vous en faire quelque chose de synthétique et de digeste, même si, bon, voilà, faut quand même enquiller les 1h37, mais ça reste une version très résumée pour vous aider en tout cas à y voir clair. Et si vous l'avez pas encore écouté, je vous invite à revenir sur l'épisode il y a deux semaines pour ça. Et donc là-dessus, voilà, vu qu'en termes de préparation, j'avais un timing un peu serré cette semaine-là, Lulu avait décidé de me préparer alors c'est plus qu'une trame, c'était à la fois et la trame et le contenu et plein de choses un peu pour qui allaient guider la réflexion et la manière dont on allait dérouler un peu l'épisode et ce qu'on allait mettre dedans. Et pour ça, elle m'a fait un genre c'est pas un mini site web, c'était ouais une mini application ludique. On va dire ça comme ça. Un Ouais. site un peu ludique. J'avais des mini-jeux et tout dedans à passer. Je sais qu'il y a un Jenga que j'ai toujours pas compris, que j'ai pas réussi. Mais après, j'avais d'autres trucs que j'ai réussi, que j'avais eu tout bon, avec des points à relier, des questionnaires. Il y avait un questionnaire de vitesse aussi.
Et et ouais, bah, c'était très chouette. Au final, ça avait très, très bien marché et avec un déroulement justement par chapitre avec un système de progression qui me permettait d'avancer en gros dans la préparation de l'épisode et de voir un peu les sujets de manière, interactive et d'ailleurs, c'est vrai que enfin, on parle pas assez, mais aujourd'hui, ça fait partie des usages qui peuvent être pertinents et intéressants avec le vibe coding, d'aller sur quelque chose de plus pédagogique, de plus orienté sur de la formation ou des contenus de formation. Et au lieu que ce soit des supports, voilà, soit purement texte, soit purement PowerPoint ou des choses comme ça, d'avoir un espèce d'hybride en fait où dedans, bah, du coup, ça fait des ouais, comme un site web interactif, mais avec des mini-jeux, avec des choses. Bon, ouais, il y a d'autres, comment dire? Il y a d'autres outils, hein, d'autres formations qui proposent des choses un peu comme ça, mais ça permet de le faire sur un sujet de votre choix, entre guillemets, d'aller le cadrer, le baliser. Et là, j'avais effectivement émis la seule réserve de pas avoir de back-end puisque, bah, du coup, j'avais pu le faire sur le téléphone, mais que je pouvais pas transférer, en fait, tout ce que l'application me générait. Parce qu'en fait, elle me construisait une trame sur mesure en fonction de ce que je répondais et c'était, bah, bloqué dans mon téléphone. Je pouvais pas le renvoyer, là où un back-end aurait permis de l'avoir en cloud, enfin de l'avoir de retrouver sur téléphone, sa progression, du PC et vice versa, là où c'était, bloqué que dans mon navigateur enfin sur le téléphone. Mais bon, à l'usage, tu avais pu exporter différemment la trame donc ça a pas été gênant. Oui, oui, on pouvait la copier-coller, mais là, c'était plus, dans l'idée que, là, c'était vraiment pensé pour le mobile et puis de pas avoir non plus de back-end pour se souvenir: «Ah bah tiens, tel, IP a été jusqu'à tel endroit», donc bon, c'est sûr, ça a dû bouffer un peu de cache, mais voilà, c'est le but, c'était que ça soit utilisable, mais c'est vrai que ça peut aussi poser problème si on veut la mettre en accès, comment dire? Si on veut la rendre accessible, pourquoi pas, enfin dans les ressources, quand on aura notre site internet un jour, ça pourrait être sympa, mais du coup pour modifier, c'est sûr que ça serait mieux d'avoir un back-end et tout ça, donc ça pourra être, un chantier, au milieu de tous les autres. Oui, ou alors on le laissera comme ça et on partira du principe que les gens auront le déroulé une fois et ce sera dans leur navigateur et c'est pas grave, ça marche aussi. Oui, mais Mais en plutôt tout que de cas, jamais on vous l'avoir, avait donc ça sera mieux. présenté oui. Et plutôt que de monter aussi une usine à gaz, juste pour ça, tu vois, pour pouvoir aller enregistrer la progression de tous les gens, on n'en est pas enfin, c'est pas quelque chose qui a vocation à avoir un espace membre, juste pour cette appli. Donc il y aura peut-être un espace membre plus tard sur d'autres Oui. sujets, pardon, du dernier clic, mais Sinon, c'est comme dans certains jeux vidéo où quand tu avances, tu débloques certains codes et pour reprendre ta progression, tu dois rentrer un code. ah oui, à l'ancienne, C'est ouais. ah, on pourrait. Oui, mais du coup, tu as des niveaux standards, tu avais pas forcément ta progression avec tes choix, tu vois? Ou ta réussite au jeu, ah bon, mais on digresse. En Tu tout peux avoir cas, dans différents codes selon ce qui a été répondu et tout ça, hein. tu pars trop loin, Lulu. En tout cas, voilà, dans le dernier épisode, on vous présentait aussi justement cette approche qui était aussi de faire du vibe coding, quand on sait que c'est dans un usage perso qui est contenu, qui est juste pour soi, sur sa machine, qui a aucun enjeu de web, enfin, en sécurité, non, pas vraiment au final sur les usages que tu nous avais présentés. Voilà, on peut aussi construire une petite application pour soi, au fil de l'eau, avec, bah, directement avec l'IA en vibe codant. Ce qui implique quand même si voilà, il y a pas toutes les étapes de PRD, de cadrage projet, de tout ce qu'on vous a évoqué par rapport à une application de production, qui impliquait quand même d'avoir conscientisé quand même, le besoin, l'approche qu'on veut avoir. Enfin, même quand tu avais itéré Lulu et que tu avais déroulé tes apps et créé petit à petit, bah, tu avais déjà une assez bonne idée de là où tu voulais aller quand même. Bah, oui et puis le but, c'est d'avoir quelque chose de visuel tout de suite pour, itérer dessus. Là, c'était marrant parce qu'après notre épisode, j'ai fait la commande, Insights, dans Claude Code, où c'était assez marrant. Faudrait que je la retrouve parce que c'était sympa. Alors, ça m'a dit que je partais dans tous les sens, mais bon. Enfin, non, pas que je partais dans tous les sens. Comment dire? Qu'est-ce qui m'avait sorti? Bah, qu'il y avait effectivement plein de projets et que le but, c'était de tout de suite aller vers quelque chose de visuel, mais après d'itérer quand même sur quelque chose de visuel et de consolider toute la partie utilisation et
Ouais, les différents comment dire? Ouais, bah, vraiment plus une approche no code. Enfin, c'est un petit peu marrant de passer par l'IA pour faire ça et tout ça parce que là, il y a pas vraiment besoin de glisser les composants, mais enfin, moi, je sais pas, ça m'aide, beaucoup de passer comme ça et que je fais pas forcément de spec au départ, mais en même temps, j'ai pas attaqué de giga gros projets non plus. Ça, il y en a toujours un qui est encore pour du design, qui est en stand-by et que j'aimerais bien reprendre quand même, qu'on va voir. Mais la commande, si jamais la commande insights est très pertinente, donc c'est slash, insights avec un S et ça va aller, un peu analyser les dernières, conversations qu'on a eues dans Claude Code et voir ce qui a marché, ce qui a moins bien marché, ce qu'on peut faire à partir de ça. Donc je sais pas si toi récemment tu en as refait une ou pas? J'en ai refait deux trois. Enfin, en tout, j'en ai fait 2 ou 3, effectivement. Alors, il remonte à je sais plus combien de dizaines de conversations derrière, il reprend. Donc selon votre usage de Claude Code, ça représentera plus ou moins de projets ou de fonctionnalités, voilà, de choses. Mais alors il va pas analyser la qualité du code qui est fait, ou les failles de sécurité ou ce genre de choses. C'est vraiment un comment dire? Un rapport de vos échanges avec Claude, de comment vous bossez avec lui et à côté de ça, il identifie aussi, bah, ce qui marche et ce qui marche pas et là où, Claude se rate, globalement. Et c'est très utile parce que derrière, il va proposer des pistes d'amélioration et de changement sur la méthode de travail pour mettre en place, par exemple, des skills adaptés à la manière dont vous bossez ou alors, bah, justement de la documentation supplémentaire dans les clouds.md ou, enfin, je vais rentrer ça rentre un peu dans la technique, du vibe coding, mais en gros, ce qu'il faut en retenir, c'est qu'il va vous faire un rapport détaillé de ce qui va pas et comment vous pourriez améliorer les choses pour que ce soit plus fluide. Et à partir de là, vous pouvez ensuite remettre ce rapport, bah, justement à Claude pour discuter avec lui de ce qui vous semble pertinent et de mettre en place des choses. Et moi, je l'avais fait après, bah, après la V1 et ça m'a permis de mettre en place des skills, donc des compétences pour l'IA vraiment adaptées à la manière dont je déroule mes fonctionnalités, de tout ce que j'attends à l'intérieur et même chose après sur la partie relecture, les fameuses reviews et je l'avais refait, ouais, je l'avais refait un peu plus tard au bout d'un mois, mais pendant que je travaillais sur la V2 et là, il m'a fait d'autres rapports parce qu'en fait, l'intérêt, c'est quand même d'aller sur de l'évolution et de l'amélioration continue et de faire un point, idéalement, alors peut-être pas toutes les semaines, mais en tout cas, un peu régulièrement sur: «OK, comment je bosse avec Claude en ce moment et où est-ce qu'il galère?» Et typiquement, j'avais identifié aussi à travers ça, il m'avait remonté qu'il y avait des points, très bêtes d'infrastructure de ma machine sur lesquels Claude se ratait tout le temps. Sur du PowerShell ou sur des commandes ou des chemins qui se rataient tout le temps et qu'en fait j'avais pas enfin je l'avais vu à chaque fois, mais j'avais jamais, pris peine de le mentionner quelque part ou de le mettre dans le process du skill ou ce genre de choses. Parce qu'à chaque fois il retombait sur ses pattes, mais en fait, bah, toutes ces petites frictions où il se rate et qu'il retombe sur ses pattes, ça reste des tokens qui sont consommés, ça reste, bah, du coup de la mémoire qui est consommée pour rien au niveau du contexte. Ça reste, bah, des choses qu'on peut traiter différemment. Donc, Insight, je valide, je trouve ça, très, très utile aussi. Voilà, je l'ai retrouvé, ce qui fonctionne. Travailler sur une gamme inhabituellement large, en créant des outils interactifs tels que des éditeurs de carrousel et des moodboards, en automatisant la segmentation des paroles de karaoké. Coucou Mathieu, qui est venu ce week-end et avec qui on s'est amusé à non mais en vrai, c'est super comme problématique. Mais voilà, c'est ce genre de choses larges sur lesquelles on peut aller et qu'est-ce que c'est? Ouais, enfin, c'est marrant parce que vous itérez en boucle conversationnelle serrée plutôt que d'écrire des spécifications initiales détaillées. Yay! Ça va vous fixer un objectif clair. Faites confiance à Claude pour le construire et l'auto-vérifier puis itérer à travers de nombreux cycles de raffinement rapide. Ouais, tout ce qu'on a dit qu'il fallait pas forcément faire pour des apps un peu plus sérieuses. Mais moi, j'y vais plus en mode C'est ça. proto et je me dis que si voilà, en fait, c'est presque pour affiner mes futurs specs si l'application vaut le coup d'être développée à une échelle beaucoup plus importante. Donc c'est moi, je sais pas, j'ai besoin de jouer avec un prototype pour me dire: «Ah bah tiens, ça finalement dans ma tête ça semblait bien, ça c'est comme ça que j'imaginais faire
utiliser telle fonctionnalité et au final à l'usage, en l'utilisant, je me rends compte que c'est pas ce qu'il faudrait. Donc je vais itérer sur ce prototype et moi ça m'aide à avancer dans ma réflexion, à mieux décrire mes besoins et au final même pour le dernier clic, c'est ce que j'ai fait avec la maquette. La 1re maquette, sur laquelle j'ai un peu itéré, elle ressemblait pas du tout à la maquette qui a été confrontée, avec le PRD, hein. Il y a eu énormément d'itérations et même moi, je m'amusais à faire le parcours, me dire: «Bah, tiens, j'arrive là». Un épisode, c'est même ça permet aussi de l'avoir en parallèle et de se dire: «Bah, OK, là, on produit un épisode, comme on fait d'habitude. C'est quoi le process qu'on a?» C'est quelles informations on va tout le temps chercher, donc c'est se dire: «Ah bah, tiens, cette information-là, il faut qu'elle soit facilement trouvable, dans la fiche épisode», donc voilà, ça c'est moi, en tout cas, j'ai besoin de cette partie-là, mais je sais très bien que si je dois aller développer plus pour avoir un back-end et pas juste l'utiliser sur ma machine, là, je vais repartir de spec, sans forcément décrire ma maquette, mais ma maquette aura aidé à mieux définir mes besoins et que ça soit plus mature. J'entends complètement pour la partie maquettage. Ouais, d'ailleurs, à la base, les designers comme ça travaillent avec du Figma, c'était aussi des phases, des étapes, pardon, par lesquelles on doit passer. Après, même pour de l'usage perso, je suis quand même un peu mitigé sur cette approche. Enfin, je comprends la partie visuelle, mais et après d'itérer dessus. Mais à mon sens, ça reste pas frugal non plus. Et sans aller jusqu'à, tu vois, des PRD, enfin tout le déroulé des specs qu'on a fait qui peut être très lourd. Je maintiens que plus c'est déjà clair avant et du coup plus on a déjà posé ça, tu vois, sur papier, sur écrit, sur dessin, sur Figma, sur Canva, sur ce que tu veux, tu vois, mais plus t'as déjà de pistes et de choses en tête sur comment tu veux répondre à ton besoin, même si effectivement il y a des parties de l'itération au niveau design que tu dois ajuster qu'une fois que tu l'as. Enfin, tant que tu l'as pas matérialisé, il y a des choses tu peux pas t'en rendre compte ou tu peux Ah pas oui, voir à oui, quel oui. point c'est bloquant. Donc ça j'entends complètement. Mais je maintiens que plus tu as fait du taf en amont, moins tu crames d'IA, Ah oui, oui, d'une oui et part. puis dans tous les cas, ce que j'ai fait, c'était en ayant déjà itéré sur le process en lui-même. Donc après c'est presque plus que la partie visuelle qui va se mettre par-dessus. Mais par exemple, le template de carrousel, oh non, il y avait un giga frelon dehors, désolée, ça m'a fait peur. OK, ça peut être aussi gros que ça. Oui, donc l'éditeur de carrousel, je sais déjà les paramètres qui doivent varier et tout ça, donc ça je le décris quand même, donc j'ai quand même un document en amont, avant d'aller itérer sur le prototype, mais c'est vrai que je vais pas passer à me demander, quel back-end je vais utiliser, mais bon, ça c'était plus dans l'épisode de la semaine dernière où en gros je dis: Oui, «Bah, oui, j'ai ça après, en entrée, je le modifie de telle manière pour arriver à ça», donc ça je suis d'accord, mais je disais pas ça, enfin, même si t'as pas besoin de back-end, tu vois. Pour moi, c'était plus la oui, oui, logique oui. de se dire, dans tous les cas, plus t'as réfléchi à ton problème, mieux c'est tu vois, même avec ton approche, dans ce sens-là. Non, 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 complètement. Après, j'ai aussi ce truc je pense que même dans la communauté no code, de ce que j'ai pu voir, il y a pas mal de gens qui sont comme ça, c'est d'avoir une idée et de parfois trop vouloir la préparer et après, ça reste dans un coin et ça avance pas forcément. Alors que là, il y a ce petit truc de se dire: «Ah bah tiens, j'ai quand même quelque chose qui est utilisable», parce que là, en soi, j'aurais même plus besoin d'itérer dessus, hein, donc mais voilà, c'est un peu de trouver l'entre-deux et de savoir aussi, de tout de suite savoir que les projets-là, ils sont pas voués à grandir plus en l'état et qu'il faudra les refaire si on veut aller plus loin. Mais je pense que comme je disais, l'éditeur de carrousel, il va manger moins de tokens que si à chaque fois j'essayais de repartir de zéro dans Claude Design. D'ailleurs, l'interface de Claude Design, c'est vraiment affreux. Je sais pas ce qu'ils ont fait. Je sais pas. Je te rejoins complètement, j'avais pas touché à Cloud Design depuis qu'ils l'avaient refondu là, enfin qu'ils avaient rajouté des fonctionnalités et tout. Et pour l'avoir utilisé la semaine dernière, c'est un enfer. Ah, C'est c'est un une purge, enfer. hein. Ah oui. Enfin, Mais j'avoue que ça a quand même beaucoup choqué parce que
Bah, d'habitude, les produits cloud sont relativement bien pensés et assez ergonomiques. Alors, c'est pas forcément parfait, mais en tout cas, ça reste assez intuitif pour s'y retrouver assez rapidement. Même un cloud, du coup, un cloud code est très, très chouette et tout. Enfin, et l'app de bureau a toujours été plutôt bien. Enfin, ou même Mmh. sa déclinaison web. Et alors là, cloud design, enfin, si vous faites de l'UX UI, faites tout sauf ça, quoi, s'il vous plaît. C'est affreux. C'est vraiment. Alors autant il y a des choses, je parle. Si tu vas sélectionner, par exemple, le truc de commentaire ou quoi, si tu vas sélectionner directement Oui, dans la maquette, il y a des petits trucs comme ça, ok. Mais enfin, dans le entre guillemets dans le, c'est enfin, c'est le principal. Ouais, ce que tu vois à l'écran et la partie d'aller modifier, et encore que je dis ça, mais même la consultation avant, c'était assez facile d'aller naviguer entre les différents fichiers. Maintenant, c'est encore moins lisible parce que du coup, ils te tronquent les noms parce que t'as un truc. Enfin, ouais, ah, affreux. voilà et en plus ça consomme mais à fond les tokens. C'est Oui, alors, franchement, moi ça me fait, enfin là je commence à me dire: «Ouais en fait j'ai non, je vais utiliser peut-être Open Design et voir après, pour itérer et puis ensuite aller dans Figma ou une solution open source, autre que Figma». Commencer à regarder ça donc ça fera peut-être partie d'un futur épisode, on verra mes essais de l'été. après, il y a quand même à préciser que dans Cloud Design, vous pouvez aussi changer de modèle. Mmh. Donc, n'hésitez pas à utiliser Sonnet parce que, en fait, sur du design, la majorité des choses, il les fait très bien. Moi, vous ayez un besoin très spécifique sur lequel Sonnet galère. Euh, Typiquement sur les exports, il y a des trucs d'export qui marchent moyen. Mais, mais sinon, privilégiez Sonnet parce que ouais, sur du Opus, en fait, ça consomme plus que du code. Je sais pas comment ils ont fait, mais voilà. Et pourquoi on est parti là-dessus en digression? Oui, et alors, juste pour revenir du coup sur ce que tu disais, notamment que l'app de Carousel, oui, elle va coûter de toute façon beaucoup moins de tokens à la fin que d'utiliser Cloud Design toutes les semaines pour refaire des nouvelles versions itérations. Complètement raccord là-dessus. Mais et j'entends aussi le fait que vouloir faire tellement de specs ou de se projeter dans les préparatifs, il y a quand même plein de cas où tu finis par ne pas faire l'app parce que tu lâches avant, parce que voilà, tu l'as pas sous les yeux, enfin ça devient pas concret et du coup ça reste de l'anticipation. Mais à l'inverse, c'est pas parce qu'on a du vibe coding qu'il faut tout faire, tu vois. Et là, les Ah complètement. usages que tu as cités sont très bien parce que c'est des besoins concrets enfin, qu'on a aujourd'hui pour le podcast et des choses que tu dois déjà faire aujourd'hui, du coup, à la mano et qui prennent du temps et qui sont galères et qui, du coup, tu réponds à entre guillemets, à des vrais besoins métiers, tu vois. Mais des parties de galères que tu avais déjà dans des choses qu'on fait au quotidien avant d'aller en faire des apps. Et, et même comme ça, enfin voilà, il y a toujours la logique de se dire est-ce qu'il y a déjà un outil open source notamment qui existe avant de s'en servir? Parce que ça sert à rien de réinventer la roue en permanence. Et enfin, sujet dont on avait déjà parlé aussi avec la dictée vocale, qui était de se dire oui, on peut coder son propre outil de dictée vocale aujourd'hui, mais en vrai, il y en a plein sur le marché avec des aspects différents, des fonctionnalités différentes, des interfaces différentes, etc. C'est quand même assez dommage de pas s'en servir en fait, de pas regarder déjà ce qui répond et d'aller sur le développement seulement quand on a enfin quand il y a rien qui répond à nos besoins quoi, ou qu'on a un truc spécifique qui ira pas. Et quand même sur des outils open source, on peut aussi les prendre, les forquer pour ensuite en faire une version avec à nous perso. Ça reste une possibilité aussi. Donc voilà. Bon, désolé, on part un peu dans tous les sens là aujourd'hui. Je sais. Mais c'est un peu notre point de vue sur les différentes applications et les différentes façons de coder. On voulait pas non plus, enfin, déjà, lui et moi, on n'a pas les mêmes manières de bosser sur du vibe coding. On n'allait pas inventer une version unifiée qui correspondrait pas à l'un de nous deux. Et, et en plus que, voilà, à travers tout ce qu'on vous a dit, ce qu'il y a bien à comprendre, c'est que ça dépend de l'usage et du besoin. Si vous allez sur une application qui est vraiment destinée à être mise en production avec plein de gens, enfin voilà, prenez le temps, cassez-vous la tête, et voilà, il y aura plein de choses à faire, plein de boulot en plus sur les préparatifs, sur le cadrage, sur les tests, sur tout ça. Mais c'est important parce que vous allez bosser avec des gens et que ça permet de vous assurer que les données vont pas fuiter, que ça va tourner, voilà, que ça va pas, enfin, c'est un outil que vous allez développer et il faut que l'outil marche. Basta. Et que les gens vont utiliser aussi tout simplement. Parce Ouais. que c'est bien beau de le développer si personne l'utilise parce qu'on s'est pas assez posé de questions sur les besoins, les problématiques rencontrées, le parcours,
utilisateur, oui, on aura développé quelque chose, mais ça sera aussi des tokens, cramés pour rien. Ah oui, Mais oui, bah, de ça, toute façon, ou même en développement traditionnel, hein, c'est de l'argent foutu en l'air, enfin du temps aussi, pour rien, des équipes qui taffent sur des projets qui seront pas utilisés derrière. Bon, faut vraiment prendre le temps de se poser ces questions, et c'est peu importe le projet qu'on fait ou l'énergie qu'on va mettre dans quelque chose, c'est de se demander: «Est-ce qu'il y a vraiment besoin déjà?» ah oui, Et voir puisque s'il y a des choses qui existent, voir si on a il y juste a pas mal formulé le problème. Est-ce que c'est vraiment un problème? c'est ça, c'est qu'on a un travers aussi sur l'approche, de se dire: «On va faire dans l'ordre de cadrage projet, de définir toutes les étapes de PRD et tout». C'est, typiquement le cahier des charges fonctionnelles qui a été fait, sans prendre en compte, la vie et la réalité des principaux personnes, métiers qui vont se servir de l'app. Ça, c'est un cas typique, voilà. Vous allez discuter avec n'importe quelle agence qui fait du développement ou une boîte qui fait des solutions logicielles pour d'autres boîtes. Toutes vous diront que, elles ont déjà reçu des cahiers des charges, qu'elles ont développé ça et que ça répondait juste pas du tout à ce que les gens utilisaient et avaient besoin réellement dans la boîte. Et d'ailleurs, c'était une des raisons aussi pour lesquelles le no-code était chouette là-dessus. C'était le fait d'avoir vite quelque chose à mettre dans les mains des gens permettait de se rendre compte rapidement quand ça partait dans une bonne ou une mauvaise direction. Mais ouais, tu fais bien de rappeler ça, c'est que oui, il y a le pendant du enfin de faire de la préparation, mais sans avoir pris les bonnes infos et que du coup on se retrouve avec, à développer une app, qui va prendre plus de temps et qui sera juste pas du tout adaptée, quoi. Et pour illustrer ça, on peut vous présenter un petit peu ce qu'on a mis nous dans nos 2 déjà dans notre V1 de l'application. Donc un peu ce qu'on s'est dit, je sais pas si tu veux présenter un petit peu justement les gros trucs qu'on a décidé de se mettre, enfin qu'on avait jugé important et nécessaire pour notre première version du portail. Ouais, c'est vrai que toi, tu avais déjà fait dans le PRD une V1 où moi après j'étais arrivée avec ma maquette, en disant: «Ah mais ça serait bien qu'on ait ça, ça, ça», et puis, de se dire: «Bon, faut réussir à se demander qu'est-ce qui va être pertinent pour la V1». Donc le but d'une V1, c'est d'avoir une application qu'on peut utiliser et qu'on peut faire, notre process de bout en bout, à savoir, bah, construire les épisodes de podcast, de l'idée jusqu'à la diffusion. C'était un petit peu ça, et puis de se dire: OK, il faut qu'on ait un socle pour une app fonctionnelle et le reste, ça sera de la V2, et au moins d'avancer jusque-là. Donc là, on avait, forcément la partie, vraiment les fondations, c'est de savoir, les gens, ils doivent pouvoir se connecter, donc que ce soit les producteurs ou les invités. La partie, authentification, donc invitation par lien, mot de passe, après ça va être aussi toute la donc une fois qu'on se connecte, on va arriver sur le tableau de bord et on va avoir après, sur le côté, la sidebar, pour naviguer, et là là c'est bon, sur la partie là, je sais pas si tu Ouais, enfin as. déjà non mais c'est ça, c'est que le début, enfin en gros on a fonctionné par lot Oui, et on l'a fait par importance de fonctionnement et de ce que l'on avait besoin de faire nous directement aussi. Et ce que les fondations, c'était vraiment ce que vient de dire Lulu. Donc à savoir le fait de, juste pouvoir se connecter et déjà, enfin, juste naviguer dans l'app, on pouvait rien y faire d'autre entre guillemets de se connecter, mais la première étape, c'est d'avoir, un système d'authentification qui gère les gens avec les mots de passe qui vont bien, avec la sécurité qui va bien. Vous receviez votre mail d'invitation quand vous êtes invité et que si vous souhaitez changer votre mot de passe, que vous puissiez le faire. Voilà, vraiment les basiques. Mais en fait, les basiques, c'est déjà une ouais, étape. c'est de poser vraiment le squelette, c'est là-dessus que tout va reposer et qu'on va mettre après des couches, petit à petit. Et ensuite, le deuxième lot, donc c'était toute le cycle de vie des épisodes. Donc, c'était un peu le point de départ de la création du podcast. Donc là, c'était de se demander, par quelles étapes on passe quand on produit un épisode. Donc on va avoir, l'idée, la validation de l'idée. Après, on va avoir différentes tâches aussi. Une tâche, c'est quoi? C'est on peut l'ajouter, on peut la cocher, après on peut les filtrer. On va avoir des templates de tâches aussi, et la génération de ouais, donc template de tâches, on avait listé un peu toutes les tâches, et ce template de tâches, cette liste de tâches, quand on crée un nouvel épisode, automatiquement, ça se met, dans l'épisode. Donc ça, c'est vrai que c'est sympa de pas avoir à refaire à chaque fois. Ça, c'est une bonne pratique,
qu'on voit aussi pas mal dans le no-code et que c'est souvent ce qui est demandé, de la part des personnes qui utilisent ce type de système. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, les étapes correspondent en gros au cycle de vie de notre épisode, entre le moment où on a l'idée de le faire et après le cadrage qu'on va faire sur les idées qu'on va mettre dedans, le moment où on va le préparer pour qu'il rentre en production. Après, on va l'enregistrer et ensuite, il va y avoir des parties un peu, voilà, tout ce qui est montage, récupération de transcripts, etc. Et ensuite, après, toute la préparation en fait des éléments qui vont servir à le mettre à la diffusion. Et du coup, le point de départ de ça, c'était justement ces étapes-là et les tâches qu'il y a à chaque étape. Le template, comme l'a dit Lu, c'est tout simplement parce qu'en fait, quand on fait un épisode, même si le contenu va changer, de la trame et de choses comme ça, mais en fait, les tâches à faire, ce sont toujours les mêmes. Et bon, je pense que vous connaissez après tous et toutes ça dans vos métiers. Vous avez des sujets, des chantiers pour lesquels les étapes sont toujours les mêmes. Et c'est juste le détail va changer en fonction du client, en fonction du jour, en fonction du sujet. Mais le process reste le même. Et donc ça, c'était vraiment la base qu'on a étoffée petit à petit. Parce que le template de tâches, par exemple, n'était pas forcément nécessaire. On aurait pu se contenter de faire des tâches à la main. Mais vu qu'on en avait déjà identifié qui revenaient tout le temps, c'est dommage de ne pas en profiter. Et qu'on a complété, du coup, avec le lot d'après, qui était la partie notes et sources. Donc vraiment rentrer dans le cœur de contenu, en fait, de l'épisode et de ce qu'on va y mettre. Donc vraiment, là, ouais, petit bruit de moto en arrière-fond, je sais pas si vous l'entendrez, mais Quelqu'un qui s'amuse. ouais. Ouais. Mais en fait, voilà, pour chaque épisode, nous, on va préparer déjà toute une trame, une bibliographie et se partager des sources et voilà, se renseigner après, aller creuser certains sujets. Et d'ailleurs, parmi les sources que vous avez aujourd'hui dans les épisodes enfin, dans les descriptifs d'épisodes, peu importe la plateforme que vous utilisez, ça vient directement de ce que nous, on a rajouté comme bibliographie dans la plateforme et qui va être réutilisé au moment de la diffusion qu'on peut récupérer. Ouais, on peut sélectionner en fait, les sources qu'on va vouloir mettre en description parce qu'on les trouve vraiment pertinentes. Ça, c'est vrai que c'est assez pratique de se dire: «Bon, bah, là, on a notre écran quand on prépare, la trame et la trame, elle est préparée à partir d'une certaine bibliographie et cette biblio, au moment de la diffusion, quand on va faire la description de l'épisode et qu'il va falloir mettre les sources, c'est bien de pas avoir à repasser à la partie préparation de l'épisode où on a notre trame et la biblio donc c'est de se voilà, pour éviter les allers-retours, donc ça arrive directement sur le bon écran». C'est ça. Et après, on y a mis, du coup, la partie diffusion, qui était un Je sais lot à pas si part. tu veux reparler un peu de Oui. ton parce qu'au début, on se disait, ouais, la partie, édition, de la trame, c'est un joli bloc, quand même dans le portail. Oui, qui a un peu évolué parce qu'en fait, on a un éditeur qui nous permet de rédiger notre trame. Et comme on avait l'habitude avant d'écrire ça dans Fibery, puis dans AnyType, on vous renvoie aux épisodes précédents si vous voulez en savoir plus sur ces outils. Mais en gros, ce sont des outils qui fonctionnent comme du Notion pour la partie écriture. Donc vraiment, vous avez une page blanche et voilà, vous appuyez sur votre slash et il va vous permettre de mettre en forme, de mettre des titres, des listes à points, du surligné, du gras, du machin, très facilement. Donc ça, c'est fluide. Et c'est vrai que Lulu et moi, on utilisait du Notion depuis quelques années, avant de le lâcher ces derniers mois. Et du coup, quand on a pris l'habitude de ce type d'éditeur, enfin, compliqué de revenir en arrière. Et là, par défaut, au début, j'avais fait une premier éditeur enrichi qui permettait de gérer déjà quelques points, mais qui ressemblait à un éditeur de mail avec les barres au-dessus là où on peut mettre en gras et tout. Donc chose typiquement archaïque. Alors c'était fonctionnel, mais moi ça m'a très très vite gonflé. Et euh, et donc j'ai voulu en faire un éditeur à la Notion. Et alors au début juste pour pouvoir gérer les titres et les listes à points, et puis petit à petit en fait on rajoute des trucs pour que ça puisse gérer aussi notamment la copie directe depuis un InType, mais dans les copies directes qu'on avait, des fois on avait des tableaux. Ça au début ça marchait pas. Donc il a fallu gérer ces points-là et après aussi gérer la partie collaborative, c'est-à-dire que Lulu et moi, on pouvait être amenés à travailler en même temps sur la trame. Et donc ça, voilà, il fallait aussi pouvoir gérer en fait l'enregistrement en temps réel, etc. Voilà, sur lequel j'ai itéré, j'ai fait plusieurs approches différentes. Là, on en a une qui est un peu, enfin, qui est mieux. Mmh. Et, euh, et bon, en fait,
Voilà, tout ça pour dire que juste certaines parties de votre application peuvent exiger plus de boulot parce que ça va faire partie des choses un peu au centre de là, dans le cas de la préparation d'épisodes. Et le jour où on enregistre, systématiquement, on se retrouve les 2 devant la trame et à potentiellement faire des modifs en même temps dessus. Et c'est voilà, c'est là qu'on avait eu des petits couacs. Et puis juste que ce soit fluide, quoi, parce que les éditeurs façon mail, moi j'en peux plus. Et ouais, quand on s'habitue à certains outils un peu plus modernes, on a envie de mettre ça aussi dans ce qu'on utilise nous et dans ce qu'on développe nous. Ouais, et c'est vrai que ça posait pas mal de questions parce que, moi je disais: «Ah, ça serait bien de d'avoir un mini curseur pour voir où est-ce que la personne, avec qui on bosse, elle est en ce moment sur le». Et au final, après, on s'est dit: «Non, mais en fait, c'est pas nécessaire». Mais après, c'est de gérer aussi toute la partie versionnage. C'est-à-dire, est-ce qu'on bosse en même temps sur la trame? S'il y en a un qui supprime, enfin, comment ça se passe? Donc ça, c'est aussi des règles, Ça, c'est arrivé plus tard, c'est arrivé dans la V2. Au début, on n'avait pas de OK. versionning. OK, OK. Bah, c'est d'ailleurs un des couacs qu'on avait eu une fois, où je sais, enfin, sur une version que j'avais eue, je sais plus comment c'était débrouillé, mais qu'on avait tous les deux la page ouverte, mais chez toi, t'avais pas rafraîchi ton cache de navigateur ou je sais pas quoi, et enfin bref, c'est ta version à toi qui a pris le pas et qui a été enregistrée en dernier et qui a supprimé la version où moi j'avais commenté des choses. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai dit non mais là c'est plus possible, on va mettre du versionning et on va mettre un truc dynamique différent. Et quand on parle de versionning, c'est en gros de se dire régulièrement, en fait, les choses qui sont dans la plateforme, et notamment là sur la trame, sont enregistrées et on peut revenir à une version précédente. Même chose comme ce que vous avez dans un Google Doc, dans un document Word, en collaboratif, ce que vous avez sur du Notion, et que quand le collègue vient et vous a supprimé tout un pan et qu'il s'en est pas rendu compte, et que vous arrivez, vous récupérez votre bout de document, mais vous passez par l'historique pour revenir sur une version précédente. Et nous, on a ça dans notre app maintenant. Mais ça, on l'a fait dans un second temps. Au début, l'idée, c'était OK. vraiment de pouvoir bosser à 2. Et après, on a été, parce que bon, on va peut-être passer rapidement un peu sur d'autres lots, mais en gros, il y avait donc la partie diffusion qui était là pour vraiment y mettre tout le contenu qu'on envoie après sur Ocha, qui est notre plateforme de diffusion. Donc les visuels, le résumé, les liens, enfin, voilà, tous ces trucs-là, et les fichiers audio, typiquement, parce que sinon notre podcast, vous l'entendrez jamais. On avait mis aussi la partie invité, même si elle servait pas encore à ce moment-là, mais parce que l'enjeu, de base de l'application, c'était quand même de se dire à tout moment on peut recevoir quelqu'un dessus voilà, et que ça se passe bien. On s'était mis un petit calendrier qui était assez simpliste et on s'était mis aussi des ressources globales, c'est-à-dire des choses comme des éléments de notre charte graphique, par exemple, ou quelques documentations et deux, trois, les liens vers les outils qu'on utilise aussi. Enfin, voilà. Quelques éléments qu'on a en commun qui sont pas propres à un épisode, mais qu'on peut retrouver partout. Et avec ça, ma foi, on arrivait déjà à bosser bien sur le Bah, mieux qu'avant. podcast. Donc a priori, c'est que c'était une métrique, qui fait que c'était réussi. Ouais. Typiquement, ce qui aurait pu être de trop, entre guillemets, sur cette première version, c'était la partie invitée, tant que nous, on bossait à 2. Mais la V1, elle était aussi là pour ça, pour permettre la bascule. Donc, c'est la seule chose. Et après, on avait des détails. C'est-à-dire que oui, on a un peu, par exemple, le modèle de tâche, on l'a mis dès le départ. On n'en a pas forcément besoin, mais c'était quand même bien mieux de l'avoir direct pour qu'à chaque nouvel épisode, on ait toutes nos tâches qui soient prêtes. Et pouvoir l'administrer parce que ça, typiquement, tu vois, ça, moi, je m'en suis servi au début. Il y a des tâches que j'avais mis, que j'ai virées, que j'ai réorganisées, et que si j'avais pas eu le truc, enfin, l'interface pour le faire, il aurait fallu que je le fasse côté base de données et code, et ça aurait été galère pour pas grand chose. Ça, puis ça permet de voir aussi à l'usage, ce qui marche pas et de pas prendre un peu de mauvaises habitudes dès le départ si on sait que c'est comme ça qu'on travaille et même toute la partie gestion d'invités, ça fait aussi commencer à gérer les parties droits dès le départ enfin, sur la première version de l'application donc vu que c'est quand même destiné à ça, même si on s'en sert pas dès le départ, c'est bien de l'inclure, dès le début aussi. Et de penser même soi-même en tant qu'invité, de se dire: «Ah OK, moi ça me semble évident là, cette interface, mais comment est-ce que ça sera?» Et de commencer même à prendre un peu des notes sur le côté, de faire des tickets dans AnyType avant d'avoir un vrai système, de tickets. Donc ouais. Oui, et ça a été, d'ailleurs, voilà, la bascule, c'est qu'à un moment, on s'est dit bon, c'est chouette, maintenant on va améliorer tout ça et on va en faire une deuxième version. Bon, entre-temps, sur la V1, justement, il y a déjà eu des tickets de support, comme faisait Lulu.
ou des choses que moi je remarquais aussi en me disant, en fait, ce truc-là, on pourrait le retravailler un peu. Voilà, cet élément, on va le déplacer un peu, ou cet élément visuel est pas terrible, ou alors, ah non, là, il y a un petit bug que j'avais pas vu et que j'avais pas remarqué qu'on va corriger. Et en fait, on avait déjà, voilà, ces petits points-là que je corrigeais petit à petit, mais sans que ce soit des ajouts de grosses fonctionnalités. Ça allait Le être un peu plus responsive sur mobile. le responsive sur mobile, effectivement, qui était pas, je vais dire qui était Responsive, pas top au début, qui était il y pas, était pas. alors, ouais, il était à moitié. Ce qui donnait l'impression qu'il y était pas, c'est que la partie navbar et un autre truc qui était central ne l'était pas. Du coup, on a l'impression que tout était cassé, alors qu'en fait, c'était juste cette barre de navigation. Et une fois que elle, je l'ai fait, en fait, le reste, était déjà pas trop mal. Mais oui, il n'était pas notre première version responsive, c'était inutilisable sur mobile. Il a fallu l'ajuster. Ouais. Ah vraiment, en situation vraiment de secours, enfin, pourquoi pas? Ça se gérait. Mais c'est vrai que la navbar prenait une grosse place et même après, vu que tu as fait en sorte qu'on puisse la rétracter sur mobile, je me suis dit: «Bah, pourquoi pas aussi, sur, la version web?» parce que ça serait enfin, sur la version PC, parce que ça sera plus sympa si on veut vraiment voir qu'un seul épisode, si on veut voir la trame, juste la trame, bon, voilà, c'est des petites itérations et ça, sur le coup, c'est là où ça vaut pas forcément le coup d'aller dans ce niveau de détail au moment des specs. Parce qu'il y a toujours dans tous les cas des choses, on va s'en rendre compte, à l'utilisation. Donc, Clairement, mmh. clairement, clairement. Mais donc une fois qu'on a eu ça et qu'on a fait une version voilà plus propre de notre V1 et qu'on a corrigé un petit peu les différents points, on s'est dit bon ok, on va y maintenant sur une version 2 et on va y rajouter ce qui nous manque pour que ce soit une app vraiment chouette et de bout en bout et en fait qu'il y a un peu tous les éléments qu'on gère encore un petit peu à côté. Donc on a amélioré plein de choses qui étaient déjà là, donc notamment sur les sources et sur la gestion des multifichiers, du calendrier. Ça a été plein de compléments en fait sur des choses qui étaient existantes. Après, on a rajouté toute la partie commentaires et notifications parce qu'au début, on n'avait pas ça dans l'app. Donc on traitait encore par AnyType ou par Discord pour certains points. Oui, puis on se disait que la trame enrichie serait suffisante. Parce qu'on voilà, on allait écrire plus ou moins dedans. Est-ce qu'une partie commentaire allait être vraiment pertinente? Au final, il s'est avéré que oui, mais c'était plus moi en me disant: «Bah, tiens, s'il y a un invité qui vient» et ça a soulevé différentes enfin, nouvelles features, de se dire, bah, s'il vient et qu'il a envie de laisser un commentaire, par exemple, sur, je sais pas, l'épisode qu'il veut écouter. D'ailleurs, ça aussi, le lecteur de l'épisode Oui. directement intégré pour voir les fichiers directement sans avoir à les télécharger pour les ouvrir après sur son PC. Ça, c'est plein de petits trucs de confort où nous, bon, c'était pas vraiment bloquant, mais on se dit, bah, s'il y a quelqu'un qui vient, qui veut checker, vite fait, si l'épisode, c'est bon de son côté, si les visuels, c'est aussi bon, bah, qu'il puisse mettre un commentaire et qu'il puisse aussi voir directement les fichiers sans avoir à les télécharger. Ouais, c'est vrai que ça, au final, on l'avait pas mis au début et quand tu m'as fait la réflexion, j'étais là: «Ouais, bon, on s'en fout un peu» et en vrai, je m'en suis servi plein de fois après pour, justement pour lire les PDF parce que les textes bruts, on les avait déjà dans l'application à travers l'éditeur. Mais effectivement, tout ce qui était PDF, tout ce qui était images, tout ce qui était, du coup, même les audios, il fallait toujours les télécharger pour les écouter, enfin, pour les consulter sur son poste. Alors que maintenant, on a des lecteurs qui sont dynamiques à l'intérieur, qui permettent de voir tout ça et ouais, c'est vrai qu'à l'usage, ça marche bien. Et sur Pareil, les au final, même sur les sources et tout ça, je m'en sers. Même pour reparcourir vite fait et de pas ouais, avoir à ouais, télécharger, même sur mobile, c'est super pratique. c'est ça. Et pareil, moi, c'est aussi beaucoup sur les sources que ça me sert en me disant: «Mais ça paraît de quoi déjà ce document? Est-ce qu'on le garde? Est-ce qu'on le garde pas?» Ou il y avait un bout que je voulais revoir et voilà, donc ça, c'était très cool. Après, on a fait quoi? On a complété aussi la partie, invité pour la rendre, maintenant qu'on avait un peu toutes les autres briques, il y a eu des choses, je me suis dit: «Ouais, mais en fait, ça va pas être cohérent, ça, il faut qu'ils puissent y avoir accès. Leur page profil, il faut qu'elle soit remaniée un peu». Voilà, on a retravaillé un peu ça et aussi oui, si, important et que je l'avais dit, avant, c'est que du coup, j'ai intégré tout un système de ticketing, dans enfin, un système simple, hein, pour faire les tickets. Mais les personnes, que ce soit Lulu ou des invités peuvent, créer des tickets de support directement et déposer, des captures d'écran ou une vidéo ou tout ça pour me montrer, voilà, il y a un bug ou il y a ça où j'ai pas accès ou alors,
ce serait bien qu'on ait ça dans la plateforme. Et, et voilà, on s'en est servi. Et en plus, ça prend le dernier lien avant d'aller sur la partie support, donc ça peut le Mm. remplir directement, ça c'est cool aussi. Avec un système de statut, de notifs, qu'il a fallu aussi un petit peu calibrer, parce qu'au début, ça avait soit pas de notifs, soit des notifs tout le temps. Il y a eu il y a eu toute une partie de taf justement sur la partie résilience des données. Donc le fait de mettre en place résilience des données et versionning, c'est-à-dire que maintenant dans l'application, on a, comme on disait, la trame avec différentes versions, mais on a aussi les autres éléments. S'il y a quelque chose qui est supprimé, en fait, il n'est pas réellement supprimé. Il part en archive et on est les seuls avec Lulu en tant qu'administrateur de l'espace à pouvoir supprimer définitivement ou alors restaurer ces éléments. Et ça s'applique à tous les éléments qui sont dans la plateforme, donc que ce soit des tâches, que ce soit des documents qui sont supprimés, que ce soit les commentaires sont pas supprimables mais ils peuvent être archivés. Enfin voilà, il y a l'ensemble de ces choses-là en fait qui sont comme dans une application normale en production où ça doit disparaître de l'interface, mais ça reste stocké au moins pendant un temps en base de données si on a besoin d'y revenir, si ça a été une mauvaise manipulation et tout ça, et avec aussi un traçage de qui a fait quoi. Et la sécurité de se dire, en fait, les gens ont le droit de faire telle ou telle action et enfin, qu'il y a un suivi. Et on s'est fait aussi une page d'administration qui nous permet de gérer tous les comptes depuis un endroit, qui nous permet d'avoir accès à des logs, à la corbeille, à la restauration, un journal d'audit. Enfin, voilà. Globalement, sur notre V2, là, aujourd'hui, on fera je pense enfin, oui, on fera une vidéo, un peu de présentation si jamais vous voulez venir voir le portail. Plutôt à la rentrée, parce que là, on part en vacances à la fin de semaine. Et c'est voilà, pas dans les sujets prio d'avant vacances, mais en tout cas pour la rentrée, on vous mettra à disposition un petit peu ça pour que vous puissiez voir à quoi ressemble notre portail qu'on utilise tout le temps. Et en plus d'ici là, voilà, il aura été mis aussi dans la main de plusieurs personnes. Qui vont les voir en avant-première. Oui, et de vous remonter des bugs qu'on n'a jamais eu tous les deux et que je sais pas, il y a forcément des petits couacs qu'on n'a pas vu passer, même si aujourd'hui la paix sécurisée a été bien. Enfin, je pense qu'on a vu l'essentiel des petits pépins. Mais bon, voilà. Quand t'as des personnes extérieures qui arrivent dessus, forcément des cas que t'as pas anticipé ou que t'as pas vu qui surviendront. Mais on vous montrera ça. Et en tout cas, moi j'en suis très content. Bah, moi aussi, j'en attendais, je me dis: «C'est sûr qu'on aurait pu le faire en no code», mais en même temps, là, c'est tellement fluide avec vraiment, nos process et c'est trop, trop bien à utiliser. Moi, je me rends il y a presque pas de point de friction. C'est plus, de me dire, «Ah bah tiens, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter?» pour rendre encore le truc, mieux. Bon, en tout cas, je pense qu'il y a pas de souci à se faire. J'ai plein d'idées à rajouter dessus et voilà. Oui, parce que en gros, enfin, la version 2, elle est plus ou moins finie. Il y a une chose qu'on avait décidé avec Lulu, c'était de voir si justement ça valait le coup côté UX et UI design, donc interface et après la partie aussi plus UI, plus jolie. S'il y avait des choses à améliorer, à ajuster un peu, notamment sur notre page tableau de bord qui aujourd'hui est fonctionnelle mais qui pourrait probablement être un peu plus jolie. Oui, oui, oui. Et voilà, tu as déjà identifié des pistes dessus. Mais, euh, mais aujourd'hui, en fait, en vrai, tout est fluide et fonctionnel de bout en bout. C'est juste qu'il y a une ou deux pages où on se dit, ouais, on pourrait avoir quelque chose de plus quali. C'est la seule chose qui manque pour une V2. Et en vrai, les prochaines versions, on sait déjà que ce sera plutôt le fait d'intégrer des fonctionnalités que tu avais évoquées, notamment pour la gestion des templates, pour avoir, enfin, en gros, ça te prend les applications que tu as fait aujourd'hui sur ton poste en perso, d'en faire des versions utilisables dans notre portail pour que ça puisse nous servir pour nous ou pour nos invités, comme tu évoquais justement le fait qu'ils puissent se faire un visuel aux couleurs du dernier clic, mais en déposant leurs photos et leur logo, par exemple, des choses comme ça. Voilà. Mais en fait, en vrai, à part là, justement, design, les prochaines, voilà, On avait versions, ce sera ça. pensé, là, effectivement, on a les épisodes et projets par, un épisode est un projet avec les tâches et voilà, tous les différentes étapes. Sauf que, il y a d'autres projets hors épisode qui vont potentiellement se rajouter au dernier clic. Donc il faudrait quelque chose un peu événement à suivre ou gestion de projet, mais qui ne sont pas des épisodes Ouais, ça et peut être qui une vont idée, ça. arriver.
Mais ça, on l'a mis un peu en stand-by parce que tu avais plus de minutes sur GitHub. Oui, alors ça c'était, Et ça, encore c'est autre vrai que chose parce que ça, je sais pas si tu veux prendre vite fait le temps de l'expliquer parce que moi, ça me semble encore un petit peu obscur, enfin pas obscur, mais alors je vais qu'il le faut en faire prendre compte aussi. en très court. Mais en fait, ça dépend vraiment de comment tu gères tes tests et ce que tu mets dedans. Mmh. Mais en gros, quand vous déployez avec GitHub, donc je vais pas réexpliquer tout GitHub et tout. Enfin, vous avez, voilà, on a fait dans l'épisode sur le développement logiciel, on en parle. Mais en gros, quand le code est prêt et qu'on l'envoie en production, vraiment, il va y avoir des étapes qui vont passer de test et après de déploiement. Et en fait, par défaut, sur GitHub, donc qui est notre outil qui nous sert pour le versionning et pour l'hébergement du code. Donc c'est lui qui va se charger en fait de ces parties déploiement et d'envoyer vers le front, donc vers Cloudflare, du coup les différents éléments, enfin d'exécuter certains tests et justement de faire le relais en fait vers le front et de faire transiter le code après l'avoir testé. Et, et donc, par défaut, GitHub en gratuit ou même l'abonnement payant à 4 € vous donne accès à un certain nombre de minutes par mois où ce qu'on appelle la CI, enfin, les GitHub Actions, enfin bon, bref, où en gros, vous allez avoir du temps de traitement qui est disponible pour faire ces tests ou pour faire des déploiements vers différents environnements, etc. Et en fait, j'avais mis beaucoup trop de tests en production, globalement, et j'avais mis trop de tests complets pendant un temps, même sur mes branches de déploiement, etc. Et ce qui fait que, ben, en gros, chaque fois que je déployais une nouvelle fonctionnalité, j'allais consommer des minutes de test pendant beaucoup trop longtemps. Donc, en fait, mon app était très sécurisé et très bien testé à chaque fois, mais la contrepartie, c'est que du coup, ça l'était trop et que ça me pénalisait. C'est quelque chose qui n'est pas forcément nécessaire quand on travaille directement, enfin, quand notre premier environnement, en fait, de travail, il est ce qu'on appelle en local, donc il est sur notre machine. Parce que tout ça, on n'a pas besoin du coup de passer par GitHub et de consommer de ce temps-là quand on le fait de cette manière. Et moi, j'en consommais parce que j'utilisais les branches de Supabase, donc j'utilisais un environnement qui était déjà en ligne et qui était déjà comme la production. Et du coup, tous les tests que je faisais, enfin pas tous, mais quasiment tous les tests que je faisais, du coup, étaient réalisés sur cette branche, donc réalisés en ligne et donc passés par des protocoles sécurisés et par mon GitHub. Et il y a aussi une raison là-dessus qui était faite de cette manière, c'est que du coup, j'avais un certain nombre d'informations secrètes, des mots de passe, des accès, des choses comme ça, qui sont stockées dans un truc exprès sur GitHub, ce qui fait que mon cloud ne les connaît pas, ces infos, il n'y a pas accès. Il va euh, comment dire, brancher en gros le code vers certaines variables pour qu'au moment où les tests se déroulent, ben ce soit GitHub qui les alimente et après GitHub qui déroule les tests avec des moteurs dédiés qui sont là juste pour ça. Et c'est ça qui consomme du temps. Est-ce que c'est déjà plus clair là, pour toi, Lulu? Oui, 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 non, c'est bon, là, je vois un petit peu mieux et là, maintenant, il y a pas mal de tests que tu as passés en local, où tu as revu Alors, un petit peu avant de passer en local, j'ai juste mieux pensé, mieux hiérarchisé et mieux géré mes tests. C'est-à-dire que j'avais des tests qui étaient complets, que j'avais absolument pas besoin de faire à chaque fois. Donc eux, je mmh, les ai mis en déclenchement manuel que de temps en temps. J'avais des tests aussi également pour valider notamment l'envoi d'email et des choses comme ça, même chose en fait que j'ai réduit à l'essentiel. En fait, le principe, c'est de se dire quand on fait les tests en production, à chaque fois, il faut qu'il y ait des tests essentiels pour s'assurer qu'on n'a pas cassé de blocs majeurs. Donc, au moins que la partie authentification fonctionne encore, au moins que l'envoi de mail il fonctionne encore, tu vois. Une petite sélection qui, elle, doit être faite à chaque fois. Et après, les tests complets, normalement, tu dois les avoir tous faits avant la production. Et une fois de temps en temps, tu peux te permettre de les faire aussi une fois en production pour t'assurer une fois de temps en temps que, OK, tu as tout qui va bien. Les fameux tests automatisés dont on a tant parlé d'ailleurs sur les précédents épisodes. mmh. Et le truc, c'est que moi, même quand j'étais sur un environnement de preview, donc un environnement de pré-production, ça me consommait du temps comme si j'étais en production, puisque je passais par GitHub et tout ça avec Supabase. Voilà. Mais là, effectivement, ça va beaucoup changer. C'est en train de beaucoup changer puisque je suis sur le point de migrer notre Supabase, du coup, de sa version cloud, qui est hébergée donc chez Supabase, sur un serveur Europe. Je sais plus, je crois que je l'ai mis à Paris, ou comme ça, vers une version
auto-hébergé, enfin, alors, du coup, hébergé par Elest.io, on vous mettra le lien, qui est une boîte qui fait de l'infra, globalement, enfin, quand je dis de l'infra, qui est là, en gros, pour gérer des serveurs et qui va vous mettre à disposition, par exemple, un Supabase déjà bien paramétré sur une machine de votre choix. Donc, vous l'hébergez sur un serveur allemand, sur un serveur français, sur ce que vous voulez. Et eux, ils font office de prestataire informatique qui vous paramètrent, du coup, tout ça. L'objectif étant qu'on puisse avec le LU basculer vraiment sur une version la version open source de Supabase, donc vraiment sans être en permanence en fait en ligne chez Supabase, qui reste un acteur. Ils sont quoi? Ils ont deux sièges sociaux, je crois, un aux États-Unis, un à Singapour. Mais bref, du coup, qui sont soumis au Cloud Act. Et bon, déjà parlé plein de fois dans le dernier clic, on essaie de sortir autant que possible des outils américains pour aller vers davantage d'outils européens. Et là, en gros, le moteur qui permet de garder les informations de notre portail, faire ça me permettra de l'avoir. Donc là, dans un premier temps, sur un serveur allemand. Mais du coup, LSTO, dont je viens de vous parler, est une boîte aussi européenne. Donc en gros, j'aurai un prestataire informatique européen qui me gère l'infrastructure. Et dessus, je peux y mettre mon code et et voilà, toute, toute ma base de données, tout ça, tout mon Supabase, et le gérer comme ça. Et donc là, c'est l'objet d'avant les vacances, la migration complète de notre portail. Et mais en passant comme ça, en fait, tous les tests, au lieu de les faire sur un environnement comme j'avais jusqu'à présent de preview, ça n'est pas disponible dans la version en dehors du cloud de Supabase. Donc, je vais les basculer tous ces tests-là en local, et en faisant ça, effectivement, je n'ai plus à consommer de temps d'action. Donc, en fait, en basculant de cette manière, GitHub va juste maintenant me servir vraiment d'endroit de stockage de code global. Et après, je vais mettre en place des process différents très différents de ce qu'on a aujourd'hui, pour faire tous les tests et après envoyer le code qui va bien, que ce soit sur notre serveur et après sur Cloudflare également. Enfin, sur Cloudflare, ça va rester un peu comme avant, entre guillemets. Est-ce que c'est plus clair pour toi? Ou t'as d'autres questions sur ça? Peut-être juste préciser pourquoi tu veux passer par Elest, IO et pas juste prendre un serveur toi et auto-héberger dessus? Enfin, parce qu'ils permettent un peu plus de facilité côté, Alors, c'est DevOps, plus que c'est de ça? la facilité, parce qu'en Oui. fait, eux, ils te gèrent vraiment paramétrage, installation, des backups automatiques, des mises à jour automatiques si tu le veux. L'environnement, il est parfaitement configuré de base. Il y a un support. Alors, tu as plusieurs niveaux de support. Tu peux payer pour si tu as une application, par exemple, avec beaucoup d'utilisateurs, tu peux payer je crois que le niveau de support, il a 50 balles par mois, et du coup, dès que tu as un pépin, tu peux les solliciter. Alors après, tu es maître quand même du paramétrage que tu vas faire dans ta config. C'est-à-dire que eux, ils te mettent un environnement qui est prêt à l'emploi. Et ton Supabase est déjà installé, tout ça, mais tu peux aller modifier les différents réglages, différentes options. Tu peux te faire ta configuration à ta sauce, mais en cas de pépin, en gros, ils sont là, tu peux les solliciter, et tu peux aussi faire évoluer ton serveur vers des serveurs plus puissants, des machines plus puissantes. Parce qu'en fait, que ce soit Supabase ou d'autres, c'est le cas avec pas mal d'outils no-code, enfin en tout cas avec des outils comme Supabase. D'un point de vue tarifaire, c'est très intéressant sur les petites infras au début, puisque, en gros, par exemple, chez Supabase, vous allez payer 25 balles pour votre abonnement pro qui fait aussi des sauvegardes, qui donne accès à plein de choses. Et vous allez, en gros, ajouter, au minimum, c'est 10 balles par projet que vous allez faire derrière. Et ensuite, vous pouvez payer un peu plus cher pour augmenter les ressources. Sauf que quand vous commencez à payer plus cher chez Supabase, ça va vite très haut et très fort par rapport aux ressources qui vous sont disponibles. Chez Elest, ça vous coûtera quand même nettement plus cher que si vous prenez directement votre serveur chez OVH ou chez Scalway ou chez un hébergeur comme ça. Mais en fait, si vous prenez directement chez OVH et tout, vous êtes responsable de absolument tout dessus. Et en cas de pépin, vous vous démerdez. Et l'Est, moi, je voulais aller dessus. Alors, je verrai, hein, peut-être que ça va pas bien pas bien se passer. Si, je sais que eux, ils bossent bien parce que j'avais eu pendant un temps du N8N dessus. Que pareil, que j'avais pas envie d'héberger moi-même sur du Hostinger et de faire attention à la sécurité, sauvegarde et des choses comme ça. Et en plus, j'avais eu des pépins dessus de mise à jour, mais du coup, c'est eux qui me l'avaient débloqué à chaque fois. Et tu vois, les 2, 3 fois où j'ai eu besoin d'eux, je fais appel à eux, en une heure, c'était bouclé, quoi. Alors, ils m'avaient répondu, traité le problème et répondu. Et, voilà. Et en gros, pas du tout envie de faire moi-même la partie développement opération, enfin, ce qu'on appelle DevOps.
Donc vraiment de gérer l'infrastructure des serveurs parce que c'est un boulot à part entière en fait. Et qu'il y a plein de choses. Donc dans le vibe coding un peu avancé, c'est une chose de faire des passerelles, de faire des ponts, de travailler, d'aller toucher à deux, trois variables d'environnement à des endroits, enfin, mettre un petit peu la main dans le technique, comprendre les grandes lignes de ce qui se passe. Et c'en est une autre de gérer toute une infra correctement de bout en bout et d'être alerte sur les différents sujets. Et là, je sais que j'ai un prestataire qui me fait ça. Si à un moment je me sens dépassé ou qu'il y a des galères et que j'ai vraiment besoin, tant pis, quitte à payer, tu vois, un peu plus de support pendant un temps, bah voilà, c'est jouable. Et, et pardon, du coup, je me rends compte que j'ai fait une digression. J'ai pas fini tout à l'heure ce que j'étais en train de dire sur la partie plus chère. Tout ça, c'est que du coup, chez Elest, si vous montez de serveur en capacité, en puissance, ça vous coûtera quand même beaucoup moins cher à ressources équivalentes que chez du Supabase en cloud, par exemple. Mais ça vous coûtera quand même beaucoup plus cher que si vous l'hébergiez vous-même directement, enfin, vous le managiez vous-même sur du VH. Mais voilà, tout ça pour dire que le DevOps, j'ai pas envie d'en faire, et sauf truc indispensable que j'ai pas le choix dans le cadre du développement. Et au moins, Elest, ben voilà, si ça se passe bien et qu'avec Supabase sur le vibe coding ça se passe bien, ça me permettrait de mettre mes différents projets là-bas à chaque fois et de donner le choix aussi aux clients avec lesquels je bosse, de leur dire ben voilà, soit on met chez Supabase et bon c'est fiable, ça tient, c'est gros, c'est voilà, mais c'est ricain. Soit on a du Supabase dans sa version open source qui va me rendre la tâche plus difficile pour bosser. Ça par contre c'est une réalité. Voilà. Il y a plein de choses qui sont moins pratiques. Et voilà, c'est logique. Mais au moins qui me permet de rester dans un contexte complètement européen. Les deux points qui viendront après pour ne plus avoir d'US au milieu, enfin d'US, ce sera justement de plus utiliser Cloud Code pour ne plus être sur de l'IA américaine. Et idéalement aussi de plus avoir la partie interface, le front-end hébergé chez Cloudflare. Mais là où il y a quand même toujours un petit pépin, c'est que même si je sors de Cloudflare, la majorité des gens utilisent quand même Cloudflare pour la partie sécurité des fronts, enfin du front, parce qu'ils ont des proxys, ils ont plein de trucs qui sont bien pour la sécurité et pour protéger des attaques et tout. Et je pense que du coup, ça, je le garderai quand même au final, cette partie-là, ou un bout de cette partie-là. Pardon, je viens de monologuer pendant je sais pas combien de temps, mais Non, non, ça va, c'est intéressant. Enfin, ça donne un peu des retours d'expérience aussi et ça, c'est pas forcément trop de choses qu'on voit. Donc c'est pour ça, même si les personnes qui nous écoutent ont des questions, enfin voilà, faut pas hésiter à venir, demander ou pour clarifier des choses et on pourra répondre, aux épisodes d'après. Et c'est vrai que là, il y avait toute la partie événements et puis on s'est dit: «Bah, ça, on le met pour après» parce qu'on s'est dit: «Ah, ça serait bien d'avoir quand même, une API pour faire des automatisations et le brancher à N8N». Ça, c'est aussi la prochaine, enfin, le prochain gros chantier, mais tu voulais déjà avoir migré avant de créer, enfin, l'API et tout parce que ça aurait été refaire une deuxième fois le travail. oui, effectivement, c'est que là, on verra. De toute façon, je vais avoir pendant un mois les deux qui cohabitent, pardon. Pas exactement, puisque la partie cloud qu'on a aujourd'hui, elle sera débranchée, mais l'infra existera encore. Et voilà. Et d'ici un mois, de voir, est-ce que ça se passe bien, du coup, avec notre nouveau back-end. Est-ce qu'on n'est pas embêté? Est-ce que je peux développer sans souci? Est-ce que du coup, on peut, voilà, naviguer sans souci? Est-ce que nos invités ont eu des soucis ou pas à l'utilisation? Si tout va bien, on restera dessus, mais le cas échéant, on reviendra. Et justement, avant d'aller faire effectivement du développement supplémentaire sur mesure pour nous, les automatisations, parce que un des enjeux, c'est de fluidifier, d'automatiser une partie de toutes les tâches sur lesquelles on n'a pas de valeur, nous, aujourd'hui. Donc, de déplacer des fichiers, de récupérer ce qui sort du montage pour le mettre à tel endroit, de mettre un visuel sur YouTube, un visuel sur Ocha, toutes ces choses-là, qu'on les a en automatique pour se garder que les tâches intéressantes. Et donc pour ça, ouais, on va se faire des connecteurs, enfin des connecteurs, ouais, on va se faire une partie API pour les connexions qui soient spécifiques à ce qu'on a dans notre portail. Le but étant, en gros, qu'à partir du moment où on a enregistré, nous, notre épisode, je récupère les deux fichiers audio qui correspondent à nos pistes audio, ou alors plus s'il y a des invités, mais je récupère les pistes audio de là où on a enregistré. Et en gros, je les mets sur une page de notre portail avec le titre de l'épisode, et à partir de là, il nous remplit tout le portail
sur l'épisode, globalement, à part le visuel LinkedIn et le post LinkedIn, parce que ça on les fait à la mano, nous. Et il nous prépare tout le brouillon de chez Ocha. Donc ça, j'ai déjà identifié de quoi j'ai besoin et toutes les étapes et tout, mais voilà, ça impliquait un peu de développement et je voulais qu'on ait migré avant pour voilà, pour tenir compte des contraintes qu'on a aussi dans la version qui n'est pas en cloud, pardon. Mais Et c'est vrai je que là, ça fera des beaux sujets côté outils, de même dire comment on aura réfléchi nos automatisations pour essayer d'utiliser aussi le moins d'IA possible ou utiliser de l'IA locale. Donc là, ça va être encore des beaux cas d'usage, des beaux chantiers qui vont arriver. Ouais. Ça va être cool. Alors là, sur notre première version, ce sera pas de l'IA locale, mais ce sera de l'IA en tout cas européenne et Mmh. j'ose espérer, normalement, à part peut-être pour un point, ça devrait être de l'IA aussi des modèles pas trop costauds. Je pense même à la Et partie transcription, ça c'est des choses qui tournent très, très bien sur de l'IA locale, mais à voir comment est-ce qu'on bah, pour l'instant, la transcription avec Ophonic, elle est déjà intégrée. mmh, C'est du Whisper. Et du coup, ils le font chez OpenAI, mais c'est intégré OK, oui. dans le montage. Donc après, on pourrait le faire nous, mais en fait, ça rajouterait un truc qui est intégré théoriquement dans le premier traitement sur un contenu qui est pas confidentiel, donc où on n'aurait pas forcément de valeur enfin, à l'externaliser, cette partie-là. En tout cas, pour le moment. Mais bon, vous l'aurez compris, je pense, à travers tout ce qu'on a dit, c'est qu'un produit est vivant, globalement. Une application, et dans une entreprise, c'est pareil, donc pas forcément sur les mêmes échelles, les mêmes besoins, etc. Mais une fois que c'est en ligne et que les gens commencent à s'en servir, j'ai envie de dire, c'est un peu que le début. Mmh, Parce que là, déjà, vous avez vu dans tout ce que Lulu a cité, on a plein d'évolutions, plein de changements. Parce que je disais, ouais, la V2, c'est bon, elle est finie, machin. Mais en fait, oui, des V3, il peut y avoir plein de choses dedans. Entre les connecteurs pour les automatisations, la gestion des événements, le rajout là sur la partie template, enfin carousel, pardon, et les visuels, les visuels pour les invités, tous ces trucs-là, on va avoir de quoi s'amuser sur les prochains mois. Ah oui, et un autre truc aussi qu'on n'avait pas dit, mais quand ça sera aussi branché à notre site web. C'est pour ça que notre site web, il va mettre un peu de temps aussi à arriver. C'est parce que Lulu nous fait un musée. Et en plus, Littéralement. ouais. Et en plus, du fait que ce soit un musée, on va vous mettre à disposition énormément de ressources. Donc, petit à petit, hein, vous aurez pas tout dès le début parce qu'il y a un peu trop de choses qu'on a en tête et que voilà, que ça va prendre du temps. Mais déjà, par défaut, toutes les sources qu'on met aujourd'hui sur les épisodes qui sont de la bibliographie, ça alimentera aussi le site. Donc vous pourrez retrouver pardon ces informations directement. Et voilà, il y a des choses qui vont servir de notre portail. Notre portail va vraiment faire office de hub, enfin de point central de l'information sur lesquels on va rajouter différentes fonctionnalités nous autour et qui alimenteront voilà une partie le site web et après d'autres choses. Donc un produit est vivant. Vous avez besoin de voilà de le travailler dans la durée. Et c'est pour ça qu'on est enfin, je veux pas t'inclure dedans, mais en tout cas, c'est pour ça que je suis aussi chiant sur les tests, sur la sécurité, sur la confidentialité, sur tous ces trucs-là. Euh, Parce que j'ai en tête que voilà, que ce qu'on fait aujourd'hui, en tout cas, côté le dernier clic est pensé pour durer, mais dans le cas d'une application, c'est normalement la même chose que vous ayez en tête pour vos utilisateurs et utilisatrices. Ça veut dire que l'app, elle doit durer dans le temps. Elle va avoir des bugs et des soucis qu'il faudra corriger. Donc, il faudra pouvoir être en mesure d'identifier ce qui va pas dans votre app pour les corriger, identifier quand vous avez des choses à améliorer, des fonctionnalités à ajouter, trancher aussi sur quand est-ce que c'est le bon moment ou pas de les faire, parce que c'est bien d'avoir un peu de recul, d'avoir un peu éprouvé les différentes choses. Qu'est-ce qui vaut le coup ou pas? Parce qu'il y a des choses qui sont pas nécessaires à développer, qui sont superflues au vu du, si c'est pour s'en servir 2 fois dans l'année, c'est pas la peine de faire une fonctionnalité, vous le faites à la mano. Si ça doit être fait, utilisé chaque semaine ou en tout cas régulièrement par des personnes, ben, là, ça a du sens. Et voilà. Après, il y a d'autres sujets aussi sur les sauvegardes, comment on se les met en place, comment on s'assure que, ben, en cas de pépin, on puisse continuer à bosser. Ça, c'est un sujet sur lequel nous, on s'est pas penché pour l'instant parce que le portail est encore trop frais et que bon, on est à deux, donc on s'organise, on bossait sans le portail avant, mais dans un contexte d'app en production, vous devez aussi normalement avoir un plan de continuité, je crois que c'est ça, ou continuité et reprise d'activité, il me semble que c'est les 2 acronymes. Enfin, pas acronymes, mais les 2 intitulés. Mais qui consiste à se dire: «OK, bah, en fait, demain, mon app, elle est plus accessible du tout. Comment je fais? Où est-ce que j'ai,
accès à la même information? Est-ce que je peux avoir accès à une application en mode dégradé qui me permette quand même de bosser? Le cas échéant, est-ce que j'ai accès des backups et des sauvegardes d'hier pour aller récupérer des choses et pouvoir les remonter en cas de pépin? Voilà, ce genre de choses qui font que ça se pense dans la durée, une application. Ça et de se demander enfin, pour moi, là, on se disait, ouais, c'est important d'avoir une base solide et bien documentée parce que pour l'instant et on en a déjà parlé, l'IA reste abordable. Enfin, en tout cas, les modèles frontières, restent abordables, mais qu'est-ce qui se passe si, bah, c'est plus le cas ou on n'y a juste plus accès? Faut que ça puisse être maintenu, au moins maintenu sur les fonctions, on va dire, vitales, avec des modèles qui sont peut-être moins puissants, plus petits, enfin donc ça, c'est vrai que c'est encore pas mal de questions. Enfin, je pense qu'on va profiter que les modèles soient encore accessibles pour essayer de faire une transition un peu douce et pouvoir, tester un peu des 2 côtés, voir si, on arrive à avoir la même efficience, enfin la même efficacité et plutôt que de se retrouver au pied du mur, du jour au lendemain, bah mince, c'est plus possible de les utiliser, bah maintenant on est obligé de tout changer un peu, comment dire? De manière, un peu à la va-vite et de pas forcément bien le faire. Ça va être aussi à gérer en parallèle des nouvelles features à ajouter, des bugs à corriger, donc Mmh. c'est tout un système à penser. Ouais, et d'ailleurs là, c'est vrai que ça me f enfin, il y a des points là que j'ai pas évoqués tout à l'heure, notamment quand je parlais du Supabase, qu'on va héberger chez Elastio. Un des intérêts aussi de ça, c'est que, en fait, là, par exemple, si on gardait notre back-end chez Supabase, demain, Supabase, acteur ricain, pour, un motif d'administration ou légal, parce que là, voilà, il y a eu des choses qui ont été invalidées dernièrement. Voilà, potentiellement, on se retrouve avec un petit trou juridique ou des galères, en tout cas, sur le fait d'utiliser des outils américains pendant un temps, potentiellement. Enfin, plus que potentiellement, c'est très, très probable. Mais bref, scénario, catastrophe, on n'a plus le droit d'utiliser des outils américains ou Supabase est coupé pour X raisons. Bah, aujourd'hui, on perdrait notre, portail, parce que tout le moteur est dessus. Donc, bien sûr, on pourrait partir de sauvegarde pour remonter la chose ailleurs et tout, mais en fait, tout le boulot que je suis en train de faire là de migration, ben, il faudrait le faire de zéro. Et sur une application qui a là, pour l'instant, ça va, elle a que quelques mois d'existence. Mais quand vous avez une app qui est vide depuis 2 ans, 3 ans ou plus, c'est pas du tout le même taf voilà, de remettre ça en état et de le redéployer ailleurs. D'où l'intérêt aussi de Aujourd'hui, le faire à ce moment-là, même si on aurait pu se dire: «Ouais, mais c'est plus important de développer, de nouvelles features, d'avancer sur le portail». Là, c'est sûr que ça retarde la suite, mais en même temps, c'est plus tu attends, plus c'est compliqué de migrer et oui, après, il y a d'autres choses effectivement qui vont se rajouter aussi et même là, de te dire: «Bah, OK, j'ai réussi ma migration», bon, ça veut dire que la prochaine fois, je pourrais développer mon app directement là-dessus aussi sans passer par, le cloud, Supabase et ça sera ça sera mieux. Enfin, après on se dit, voilà, on peut très bien se dire: «Bah, oui, mais pourquoi? À quoi bon faire tout ça?» parce que pour l'instant, on n'est pas obligé. On peut encore utiliser de l'IA autant qu'on veut, on peut encore utiliser les outils, US, mais c'est un peu comme le changement climatique, pour l'instant, oui, on peut continuer à prendre l'avion, on peut continuer à faire plein de choses, mais est-ce que ça vaut pas le coup de commencer à s'habituer et perdre un tout petit peu en confort pour le faire bien et le faire aussi de la manière qu'on veut, enfin de en transition, plutôt que du jour au lendemain de plus pouvoir le faire et de se retrouver et de devoir le faire, bah, comme tu disais, à l'arrache, pas dans les bonnes conditions et tout, quoi. ouais, et après, là, je parlais du truc un peu raide où ça coupe les accès, mais sans aller jusque-là, il y a juste l'augmentation des coûts. Demain, Supabase, au lieu de faire l'abonnement à 25 balles, ils le font à 100 balles. Et en fait, sur l'infra qu'on a besoin, bah, il faut un peu plus encore, ce genre de choses. Ben c'est voilà, les coûts peuvent, potentiellement exploser. Ça, on l'a déjà vu et on l'a vu aussi sur le marché professionnel. Il y a eu un gros moment avec, VMware, notamment, qui permettait de la virtualisation dans les boîtes, qui a fait une je sais plus de combien de pourcents ils avaient augmenté, mais c'était très, très, très raide. Et en fait, bah, les boîtes se sont retrouvées en grosse galère parce que énormément de logiciels tournaient sur des machines virtualisées comme ça depuis, des années, et les mecs étaient partout, mais en fait juste,
Voilà, ils étaient partout. Il y a des alternatives hein, qui existaient déjà, mais en tout cas, c'était un outil professionnel tellement ancré que bah, quand ils ont... Tout le monde a gueulé, mais ça les a pas empêchés de monter les prix de manière féroce. Et donc là, le fait d'avoir tout ça sur Elest, enfin sur un serveur du coup managé par Elest, c'est aussi une histoire de résilience parce que demain, en fait, Elest monte ses tarifs, ça me va pas, mais j'ai juste besoin d'une infra Supabase sur un serveur et je peux redéployer tout ce que j'ai. Donc globalement, je peux aller voir le premier développeur un peu calé en infra qui gère ça, un prestataire, une agence, une boîte qui me refait un serveur propre et qui va me voilà, qui reprend la gestion de l'infrastructure. Et j'ai plus qu'à redéployer mon code dessus et mes données dessus, etc. Et donc ça fait que je suis pas prisonnier d'Elest, pas prisonnier de Supabase, et du coup on a une infra qui peut vraiment être redéployée ailleurs. Alors, pas se mentir, c'est toujours pénible hein, si jamais il faut quitter LS pour se remettre ailleurs et tout. Mais en tout cas, l'infrastructure qu'il faut derrière, les moyens qu'il faut derrière sont complètement abordables. Et quitte à repasser, voilà, payer un dev pour qu'il fasse le montage propre et même peut-être la migration lui-même, typiquement, bah, en tout cas, ça, c'est quelque chose qui se fait sans IA, qui se fait très bien. Et derrière, qui a des coûts d'infrastructure alors cohérents. Oui, enfin du coup complètement accessible. Accessible, je mets un petit bémol avec la crise de l'infrastructure liée à l'IA qui a fait qu'il y a plein de pièces et de choses qui coûtent un bras pour rien. Mais voilà, en tout cas, c'est carrément à la portée de n'importe quelle boîte, réellement. Et du coup, sur les autres points de, effectivement, que je soulevais là de souveraineté, il y aura le fait, comme on disait, de quitter du cloud code à un moment. Idéalement, moi, ce que j'aimerais tester, alors ce que je visais d'ici fin août, mais je sais pas si ce sera effectif d'ici fin août de basculer de Cloud Code à Open Code avec des modèles justement hébergés en Europe. On verra, mais en tout cas, c'est l'objectif cible aussi. Même si derrière, peut-être que je garderai du Cloud Code et les deux qui cohabitent, mais dans l'intention, ce serait de plus être prisonnier d'un écosystème quel qu'il soit, dans la mesure du possible, hein, toujours pareil. Mais en tout cas, aujourd'hui, on commence à avoir assez d'options open source pour avoir des alternatives, même si effectivement c'est plus galère. Et même si aujourd'hui le monde du LLM et des IA est très incertain sur la fin d'année et sur comment ça va tourner vis-à-vis des différents camps, que ce soit américains avec voilà les modèles frontières, les Chinois avec les modèles open weight, et nous en Europe avec tout ce qu'on va bricoler plus ou moins. J'allais Voilà, dire je sais pas du quoi. vent par rapport à Mistral, mais Ouais, mais non, c'est un peu méchant parce que même si bon, voilà, j'aime pas trop leur modèle, mais il n'empêche là, j'ai que vu que c'est juste que Microsoft avait investi de fou dedans justement, pour, pousser un peu plus Mistral en Europe. mm, Mais voilà, après comme tu dis, on peut dans un premier temps garder un abo cloud à côté et c'est toujours un peu cette idée, c'est de pas se retrouver à devoir, le faire dans l'urgence et prendre le temps de prendre ses marques, de faire des tests aussi, hein, tout simplement, de se dire: «Bah, tiens, je demande exactement la même chose à mes 2 systèmes et je peux les faire tester derrière pour, bah, certifier, enfin voilà, s'assurer qu'on a les mêmes performances ou en tout cas que c'est tout à fait, OK pour nous» et plutôt que de se retrouver, voilà, du jour au lendemain à devoir, prendre, des outils et qu'on n'a pas forcément pu tester, qu'on n'a pas pu prendre en main. Parce que oui, on peut toujours remettre à plus tard en se disant: «Bah, là, pour l'instant, autant en profiter au maximum tant que c'est, pas trop cher», mais ça fait développer des comment dire? Des habitudes qui sont pas très saines, non plus par rapport à ça, parce qu'on augmente notre dépendance quand même. Ça, c'est aussi des questions à se poser. Parce que oui, le marché, enfin même, le monde des LLM est très incertain, mais le monde aussi en lui-même est très incertain. Enfin, même en discutant avec, d'autres personnes dans le milieu, du logiciel, c'est très incertain aussi. Donc c'est important de rester résilient, de pas se fermer à un seul outil, à un seul modèle et de continuer à développer nos compétences et notre esprit critique. Semble bien. oui, entièrement d'accord. Et
J'ajouterais quand même un point parce que c'est vrai qu'on en avait parlé il y a pas longtemps, tous les deux, et que personnellement, ça me choque aujourd'hui d'un développeur ou d'une développeuse qui n'utilise pas un peu de d'IA générative dans son taf sans faire voilà, sans faire du vibe coding et qu'il fasse tout son code à sa place. Mais aujourd'hui, il y a quand même dans la partie développement, enfin, à mon sens, là où l'IA a prouvé complètement sa valeur et sa pertinence, c'est dans le développement logiciel. Ouais, mais d'ailleurs, j'avais Et vu des études qui sortaient de là où les coûts explosent et où on n'a pas de rentabilité, c'est des personnes non techniques qui utilisent l'IA. Donc pour des choses qui auraient pu être faites autrement aussi, sans utiliser d'IA et là où par contre il y a quand même de la pertinence, c'est dans le code. Alors après, il y a aussi des dérives de ce côté-là parce que là, on se retrouve à générer beaucoup, beaucoup, beaucoup de code, pas forcément de la bonne manière et où il y a le goulot d'étranglement maintenant, c'est sur la review de code, sur, tout ce qu'il y a au-dessus et le problème, c'est que ça mène certains développeurs aussi à voilà, enfin, tout ce qui est brain fry, de se demander, à quoi je sers aujourd'hui? Est-ce que je fais que relire du code généré par de l'IA? Ça, c'est aussi des sujets qu'on va explorer, à partir de septembre, donc ça va être très, très cool. Mais voilà, il y a rien de certain, il y a rien de fixe, il faut tout prendre un peu avec nuance et il faut s'y intéresser. Enfin, c'est on peut choisir de pas l'utiliser, mais en connaissance de cause. Et il faut quand même s'y intéresser parce que c'est aujourd'hui un sujet de société, c'est politique, c'est géopolitique. Si on se l'approprie pas, alors pas dans le sens où on va devoir l'utiliser et tout ça, mais si on se l'approprie pas, c'est d'autres personnes qui vont se l'approprier et qui vont choisir un peu le futur vers lequel on va. Donc voilà, ça implique énormément de choses. C'est en train de changer assez profondément nos sociétés, notre travail, notre rapport aux autres, notre rapport à l'information. Donc oui, il faut se saisir de ce sujet et s'y intéresser. ouais, complètement d'accord. On a encore fait très court. Ce On sera peut-être s'était dit notre que deuxième plus celui-ci, long épisode. ouais, bah, sur celui-là, on s'était dit justement que c'était le troisième partie et qu'il y aurait moins à dire. Bon, bah, voilà. En tout cas, on espère, à travers ce triptyque plus l'épisode dédié vraiment au développement logiciel qu'on vous aura donné, un aperçu un peu plus complet de ce que nous, on voit, en tout cas, vis-à-vis du vibe coding, des choses qu'on a expérimentées, de comment, voilà, on s'en est servi un peu, en tout cas, de notre vision et nos points de vue sur le sujet. On espère aussi que ça vous aidera à un peu mieux voir ce que ça implique de développer une app de bout en bout et en quoi justement le vibe coding un peu magique qu'on peut vous vendre dans des formations, dans des ateliers, dans des vidéos, dans des posts LinkedIn, dans des tout ça. Euh, voilà, faites attention et partez du principe que oui, l'exécution peut être plus rapide, mais il y a quand même beaucoup de choses autour qui sont importantes. Et même sur des applications juste pour soi, sur son ordi, ben, voilà. Vous avez vu, comme le lui en parlait, il y avait quand même un certain nombre de choses à avoir en tête et de garde-fous et de, voilà, c'est une chance, je pense, qu'on a d'avoir de la programmation visuelle, enfin de la programmation conversationnelle aujourd'hui, après avoir eu de la programmation visuelle. Je reste convaincu que un des meilleurs moyens d'appréhender ces sujets, c'est de passer par de la programmation visuelle. Donc de passer par des outils no-code avant pour voir un peu ce qui se passe quand on se pose les questions, en fait, quand on essaie de mettre en place, une solution et de voir un peu, les différentes étapes et différents points qu'il va y avoir. Voilà, du coup, c'est pas forcément, nécessaire, mais en tout cas, moi, c'est ce que je recommanderais et voilà, et quand vous allez après directement sur la programmation assistée par IA et de la programmation conversationnelle, ne faites jamais ne donnez, pardon, jamais, j'arrive plus à parler. Pas de confiance aveugle à l'IA, voilà. Bon, j'ai des mots, mais vous avez compris. Et, et comme tout, c'est des méthodes, des process, de l'itération. Et voilà, je pense qu'on a fait un bon tour de tout ça. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Lulu, sur... Non, de là-dessus, je pense on a un petit peu, divergé, hein, comme à chaque fois, mais c'est là qu'on voit que ça va au-delà de juste développer une app. Ça fait poser plein de questions, que ça soit au niveau de la sécurité qu'on va mettre dedans, au niveau
de la dépendance vers tel ou tel acteur qu'on veut avoir ou qu'on veut un peu minimiser. Donc c'est pas juste, voilà, faire un prompt et puis c'est parti et on suit un peu aveuglément ce que l'IA dit et voilà, enfin, remercier les gens qui se seront tapés tous les épisodes là-dessus. J'espère qu'ils auront appris des choses quand même. Bah, j'espère aussi. Mais en tout cas, merci beaucoup, effectivement, de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous poser des questions, voilà, que ce soit voilà, sur les, j'allais dire sur les différents canaux. Bah, là où ça marcherait le mieux, c'est si vous venez nous parler directement sur LinkedIn ou via notre boîte mail. En tout cas, vous avez voilà, les différents contacts qui sont dans les liens de chaque épisode. Mais et après, bon, pour celles et ceux aussi qu'on connaît via d'autres biais qui sont sur la communauté de CreaCity, qui sont sur le Slack et tout. Voilà, venez nous parler sur le canal qui vous arrange, mais si vous avez des questions, des sujets ou des choses que vous aimeriez qu'on aborde ou qu'on clarifie, voilà, faites-vous plaisir, venez nous en parler, on est là pour ça. Et dans mes devoirs du mois d'août, j'ai de commencer à alimenter l'Insta. C'est vrai. Voilà. Voilà. Maintenant que Donc j'ai à la un rentrée, générateur de carreaux, c'est bon, je vais pouvoir, décliner sous d'autres formats, tout le contenu qu'on a. Parce que on commence à avoir un petit paquet d'heures, on commence à d'enregistrement en là. avoir pas mal. Ouais, ouais. Pour le mois d'août, donc on sera en vacances. Vous aurez des petits épisodes qui arriveront bah, les différents vendredis. Vous aurez probablement un épisode de surprise un peu plus long courant août. On n'y est pas plus et vous verrez ce qu'il en est. En tout cas, on est ravis et on vous remercie de nous avoir suivis sur cette première saison du Dernier Clic. On vous invite à écouter bien sûr tous les épisodes là qui viendront au mois d'août et qui seront un peu plus détente, un peu plus voilà, un peu plus court, un peu plus léger. Et on vous retrouve en septembre pour une nouvelle saison. D'ici là, portez-vous bien, passez de bonnes vacances. Et Lulu, encore merci de m'avoir accompagné sur cet épisode. Bah, merci à toi aussi. Et de toute façon, je te revois d'ici là, toi. Et, et tu me referas encore plein de tickets de support. mais voilà. Merci beaucoup. On souhaite une très bonne journée ou fin de journée selon quand vous nous écouterez. Et on se retrouve très bientôt. Salut!